On a tous dit, si c'était à recommencer, on recommencerait. Mais il faudrait qu'une fois on parle différemment, c'est-à-dire aussi de l'ambiance entre nous. Parce que pour les camps, c'est des choses que je remarque maintenant. Pour les camps, tous ceux qui font des reportages, beaucoup qui écrivent, on parle des horreurs. Hein? Il y avait telle chose, on était battus, c'est des horreurs. Mais ce qui est important, c'est voir comment nous, les hommes, les déportés, on a résisté à ça. Pourquoi on est rentré? Parce qu'on s'est, comment je pourrais dire, on s'est aidé, on s'est soutenu mutuellement. Malgré notre faiblesse, malgré tout, on a essayé de rester des hommes, alors qu'on voulait nous faire des bêtes. Mais comment on cultive ça? Oui, mais comment on arrive à ne pas tomber dans ce côté animal? Vous voyez, c'est ça qui me... Eh bien oui, mais d'abord, moi j'ai fait les camps avec des résistants, des gens qui savaient pourquoi ils avaient été arrêtés. De toute façon, il en est arrivé aussi que j'ai vu. Ils étaient arrêtés parce qu'ils avaient barboté de l'essence ou des pneus à des Allemands. Puis c'est arrivé en camp. Bon. Eh bien, ces gars-là, ils ont tenu un mois. Hein. Un mois après, ils étaient morts. Tandis que les résistants, c'est autre chose. Il y a un autre état d'esprit, de s'aider. Vous savez, un copain, vous sentez qu'il flanche. Mais vous allez l'aider, vous allez le soutenir. Vous voyez, on a fait un système d'aide, hein, de solidarité. Hein. Et c'était quoi ce système alors? C'était notre ration de pain le soir. On en coupait gros comme long. Ça, à chaque table, on réunissait tout ça. Entre Français, avec les Français qu'on fait ça. On le réunissait, et puis pendant la semaine, ou une semaine, ou 2 semaines, ou 3 semaines, quand il y en avait un qui était vraiment bas, à bout, mais qu'on jugeait qu'il se pourrait s'en sortir, on l'aidait. Il touchait ça, puis avec ça, il repartait. Ça veut dire que dans les camps, même en travaillant, ça dépend quoi, mais bien souvent, en travaillant, si on avait été nourri, et puis avec une hygiène normale, ça n'aurait pas été en camp de concentration, quoi. Hein? Mais comment on apprend le courage? Non, mais ça s'apprend pas. Ça, c'est inné. Vous pensez que c'est inné, le courage? Oui. Oui, je pense, oui. Je pense. C'est de soi-même. Je ne sais pas si ça s'apprend. Naturellement, on essaie de faire passer ça, mais je ne sais pas. Il faut que la nature un peu y soit. Il y a des gens qui sont égoïstes, vous n'y pouvez rien. Puis il y a des gens qui sont beaucoup plus humains. Personne n'est pareil. Hein. Ce qui est très déconcertant pour des gens de ma génération, c'est qu'on se demande en permanence qu'est-ce qu'on aurait fait, quoi. Et nous, qu'est-ce qu'on aurait fait, vous voyez? De ne pas savoir ce qu'on a à l'intérieur de nous. Oui, mais seulement, c'est quand même difficile parce que c'est difficile à vous remettre dans l'ambiance du moment aussi. Hein? C'est difficile de se remettre dans l'ambiance de cette époque. Mais même d'une manière générale, vous voyez, je parle du courage, je sais pas, il se passe quelque chose dans la rue, moi j'habite à Paris, il y a quelqu'un qui se fait agresser, tout le monde baisse les yeux et s'en va. Vous voyez? Ah oui. Donc dans ces moments-là, je me dis, mais qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? Je sais pas, c'est difficile à dire. Hein. Et tout le monde l'a pas fait. Hein. Tout le monde l'a pas fait. Il y en a qui l'ont fait. Et moi, où j'ai toujours admiré, et ça m'a formé aussi tout ça. Vous savez, quand on voit comme on rentre dans un camp, mais on ne sort pas d'un camp comme on y rentre.
avec tout ce qu'on a vécu. On est transformé, on n'est plus les mêmes. C'est plus possible. Bon, moi je me suis toujours dit, j'étais jeune, j'aurais accepté de mourir 2 fois. Là, quand on m'a dit je serais fusillé, je dis, ben, c'est ta faute, si tu étais resté tranquille, ça ne serait pas arrivé. Non, mais enfin, là j'ai manqué de mourir et je l'avais accepté la mort, parce que de toute façon, au point où j'en étais, je me disais, bon, qu'est-ce que tu veux vivre? 2 mois de plus? C'est 2 mois de souffrance de plus. Si tu meurs tout de suite, c'est fini de toute façon. Tu ne t'en sors pas. Et c'était le raisonnement de beaucoup aussi. Hein? Pourquoi lutter? Pourquoi? Mais il y a quand même toujours un petit peu un petit espoir qui reste. Il y a quand même toujours un petit... On dit ça, mais malgré tout, il y a toujours un petit espoir. Mais quand je voyais, moi, on était... Je dis on, parce que c'est mes copains aussi. On était célibataires. Bon, on meurt, on laisse personne. Quand il y avait des pères de famille avec 3 enfants, et qui avaient pris encore beaucoup plus de risques que nous. Nous, on était des exécutants. Mais eux, ils étaient des gens qui ont organisé la résistance, qui ont fait la résistance, qui étaient cachés, qui étaient sous des faux noms, et ils savaient mieux que nous encore ce qu'ils risquaient. Et là, j'ai trouvé des gens formidables. Et il y a une personne en particulier qui vous revient? Ah ben oui, forcément ça me revient, mais ils sont plus là maintenant, je suis tout seul. Mais si vous pouvez nous raconter un petit peu... Oui. Non, mais enfin, c'est pour dire, quoi. Voilà, ces gens-là, j'ai continué de les fréquenter toute ma vie. Ils sont venus ici, je suis allé chez eux, enfin, vous voyez, on se retrouvait tous... C'était pas une amicale, c'était une bande de copains qui se retrouvaient. Ouais. On se réunissait chez l'un, chez l'autre. On disait aux femmes, débrouillez-vous, parce qu'on est, parce que c'est moi, j'ai fait le tour de France avec ça. Et puis... Vous avez un nom qui vous revient d'un père de famille, là, justement? Oh ben oui, il y en a quand même, mais ça ne donne rien que je vous donne des noms. Non, je sais pas, ça peut être intéressant. Et il y avait des gens... pour moi, qui était quand même un ouvrier. Il n'y avait pas de différence avec l'ingénieur, avec le général, avec l'évêque, avec le préfet. On était tous au même niveau. Et tous, on se considérait pareil. Avec le respect quand même, moi, j'ai un général qui est mort à côté de moi, je lui ai tenu la main quand il est mort. Bon, j'ai quand même jamais pu le tutoyer. Mais enfin, on se tutoyait tous, et puis on était tous. Et donc, vous disiez, les 2 choses qui vous ont marqué, c'était donc les pendaisons et le rivire. C'est ça? C'était ça, cette autre chose qui vous... Et le rivire, quand je vous demandais les scènes qui vous ont marqué, vous m'avez parlé de la pendaison et du rivire. C'était d'aller au rivire. C'est les 2 choses qui... Mais vous vous en êtes sorti du rivire. Comment vous avez... Parce que vous avez fait 5 semaines là-bas. C'est ça? Vous avez fait 5 semaines au rivire avec la diphtérie? Ah oui, avec la diphtérie, oui. Et c'est ça qui vous a marqué, en fait? C'est quoi qui vous a marqué? Oui, ben ça m'a marqué parce que là, j'étais mourant. Hein. Quand j'en suis sorti, on s'en est sorti 3, mais quand j'en suis sorti, je pesais 37 kilos. Alors, je ne sais pas, 1m81, 37 kilos. Vous voyez un peu comment... On voyait ma colonne vertébrale depuis devant. Hein. Alors, je suis sorti. Bon, je suis rentré donc à la baraque, où j'étais connu, puisque j'y étais avant. Il y a encore un petit truc qui est... Oui, ça va encore. Qui est quand même important. C'est quand on est arrivé, un groupe jeune comme on était... Je vous ai dit le groupe le plus jeune, quand on arrive au Strauton. C'est pas les responsables, mais dans un groupe d'hommes comme ça, il y a toujours des gens qui émergent. Toujours. Voilà. Peut-être chez les femmes aussi, je n'en sais rien. Il y a toujours des gens qui émergent et qui prennent des responsabilités sans qu'ils soient nommés, sans qu'ils soient tout, ils sont reconnus par les autres pour. Alors quand on est arrivé, nous, la personne là,
pour les Français dans cette baraque. Il est venu vers moi, c'était moi l'aîné, le plus grand. Puis il m'a demandé d'où vous venez, ce que vous avez fait. Autant en prison, on faisait attention, on ne racontait rien parce qu'il y avait des mouchards, mais là parce que plus rien. J'ai expliqué ce qu'il en était. Puis il me dit, mais tu m'intéresses. Ah bon? Il me dit, voilà, on a fait, depuis qu'on est arrivé, donc, un système de solidarité. Il était communiste, il y avait tout un groupe communiste qui était arrivé, tout au départ, hein, les premiers NN. Et puis, cette solidarité, elle touche tout le monde. Il y a des communistes, mais en France, il y a deux groupes. Hein. Il y a les communistes, il y a les catholiques. Bon, il dit il y a deux groupes. Alors, il faut qu'on fasse très attention. C'est nous qu'on gère ça, mais il faut... Tout le monde participe, donc il faut qu'on prenne du monde dans les autres groupes, parce qu'autrement, ça n'irait pas. Alors, il m'a dit, mais toi, t'es protestant. J'avais dit, quoi. Ah ben, les protestants, alors il me dit, mais t'es pas catholique, puis t'es pas communiste. Et j'ai dit, voilà, alors il faut nous aider. Bon, ben, j'ai commencé, il m'a mis chef de table. Ouais. C'est pas une référence. Enfin, c'est une référence personnelle, mais c'est dur. Hein. Oui, alors là, c'est ce système de solidarité donc, qu'on ramassait. Et puis après, il y avait une commission qui se réunissait. Ils prenaient des docteurs qui étaient déportés et ils examinaient les gens en disant bah, si celui-là veut mourir dans 8 jours, c'est pas la peine de se priver pour lui. Il faut se priver pour quelqu'un qui a des chances de s'en sortir. C'est dur, hein? C'est incroyable comme décision. C'est incroyable, ça existe, mais c'est très dur à faire. Et quand il faut choisir, hein, et c'est pas les copains qu'il faut choisir, c'est la personne qui a des chances de... Alors, vous ne pouvez pas choisir des vieilles personnes, déjà, même si elles sont à bout. Vous ne voulez pas sortir en disant une personne de 60 ans, c'est pas la peine de l'aider. De toute façon, il ne va pas s'en sortir. Hein? C'est plutôt dans les plus jeunes. Hein? Alors, quand moi, donc, on est obligé j'ai participé, ouais. Bon, c'est pas moi qui choisissais, hein, mais j'ai participé. Vous faisiez quoi, ouais? Chef de table, c'est quoi? Chef de table, ben, le chef de table, il était désigné entre nous. Ce n'est pas les responsables de la baraque qui s'occupaient de ça. Alors, il nous donnait les boules de pain. Puis le chef de table, il les partage. Bon, et puis le chef de table, il les distribue. Après, le chef de table, il est obligé de garder la plus petite. Ouais. Et vous ne pouvez pas le savoir. Moi, en étant chef de table, parce que quand on le fait, on le fait. Et puis il faut le faire, on ne peut pas faire autrement, de soi-même. Vous ne pouvez pas garder la plus grosse part. Puis vous ne pouvez pas partager, vous ne pouvez pas faire 12 parts égales, c'est pas possible. À tel point que quand on a changé de camp, j'ai toujours été chef de table, mais il y en a un qui a trouvé à l'usine où il était des jetons. Alors là, on distribuait des jetons, puis on prenait la première part, là ça. Mais vous ne pouvez pas, enfin je peux le dire, mais c'est difficile à faire passer. Quand on crève de faim, qu'on voit une part qui est à peine un peu plus grosse, puisque vous avez la plus petite, ben vous savez, ça vous tourne sur l'estomac. C'est dur de crever de faim. C'est dur. Alors voilà. Alors moi j'ai profité donc, ils m'ont sauvé. Et j'en rappelle encore. Donc après quand j'étais chez nous, là après, j'étais une semaine ou 2 semaines, je suis allé chez des Hollandais, dans une baraque des Hollandais. Ils étaient là au Stroothof, on était des baraques par nationalité. Après, ça a été fini. Dans les autres camps on était, c'était mélangé. Mais là, et il y en a qui recevaient des colis, qui n'étaient pas NN. Et ils se barbotaient des colis, la nuit. Alors moi, je suis allé, pendant le temps que j'allais pas au travail, garder
des colis pour eux. Ils me laissaient leur soupe. J'ai jamais goûté ni le lard, ni le truc de ce qu'ils recevaient. Mais ils me laissaient quand même. Alors, ça veut dire quand même que j'ai eu cette période-là où j'avais la solidarité plus ce que les autres me restaient. Mais là, c'est un risque. Alors là, j'ai bien réfléchi parce que c'est un risque. Si le chef de ma baraque avait su que je ne couchais pas dans sa baraque, alors là, je ne sais pas comment j'aurais terminé. J'aurais pas été pendu, mais j'aurais pris une volée que je ne me ressortais pas. Hein, les 50 coups de schlag. C'est peut-être pas mieux, ouais. Ouais. Mais vu l'état où j'étais, je l'ai tenté. Mais voyez, ça, il faut encore avoir comment je pourrais dire, l'état de permettre de juger. Parce que si vous faites n'importe quoi, vous êtes débarrassé. Comment vous en êtes sorti Après, j'ai repris le travail. Je faisais la route qui monte à la carrière au-dessus. On faisait la route. On élargissait une route. C'était un sentier avant. Alors on creusait, on coupait les broussailles, on faisait brûler les broussailles. Ça a été dur parce qu'on allait après chercher des mottes de terre en dessous, à côté du camp, pour monter les mottes de terre dans les bras, sous la flotte, dans la pente, avec des claquettes aux pieds. Et puis la terre qui vous coule, enfin, vous voyez, hein, ou des pierres ou des trucs. Bon, là, un jour, je rattrape, parce que j'ai eu un peu de dysenterie, puis je m'en étais sorti au Révire. Et parce qu'au Révire, c'était la dysenterie, c'était automatique. Hein. Alors il fallait déjà être dans le chalet du haut, parce qu'il y a 3 étages. Parce que si vous étiez dans celui du bas, vous preniez les... Hein, vous savez ce qui se passe. Hein. Non, mais enfin, là, j'ai été quand même aidé par un médecin français qui m'a toujours mis au-dessus. Bon, mais là, je reprends la dysenterie. Et puis, il y avait un médecin qui travaillait avec nous. Alors, il me dit, mon ami, fais attention parce que il faut que tu trouves du charbon. Si tu ne trouves pas de charbon, t'es foutu. Je dis oui. Il me dit, tu regardes, du charbon. On est en train de brûler les broussailles, là. Hein? Tu vas là, puis tu manges le charbon. Bon. Mais alors, il faudrait, pendant un moment, que tu ne manges que ça. Ne va pas manger ta soupe, il ne va pas manger que du charbon. Bon, j'ai dit, je vais essayer. Alors, je suis allé, et puis pendant 1 jour et demi de temps, presque 2 jours, je n'ai mangé que ça. On touche un casse-croûte à 9 h. Je casse mon casse-croûte en 2, je le donne aux copains. Mon casse-croûte. Et puis ils m'encourageaient tous. Bon, je m'en suis sorti de ça. Et quand j'ai repris mon casse-croûte, donc le 3e jour, que j'ai repris mon casse-croûte normal, il y a un SS de ceux qui nous gardaient. Il est venu vers moi et il m'a donné son casse-croûte. En me disant qu'il était roumain, il était à peu près de mon âge, qu'il ne pensait jamais, quand il s'est engagé, qu'il verrait ce qu'il voyait ici. Et il a voulu faire un geste. C'est le seul geste que j'ai eu d'un SS, vraiment. Un geste à risque même, hein, parce que au lieu de manger son casse-croûte, il me l'a apporté. Et il vous a dit, il regrette... Il dit qu'il ne pensait pas qu'il verrait ce qu'il verrait, quoi. Quand il s'est engagé, il ne pensait pas à ça. Ouais. On se sent... juste pour comprendre, vos sœurs, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elles faisaient? Qui? Vos sœurs. Vous aviez des sœurs? Moi, j'ai 2 sœurs, oui. C'est des plus grandes sœurs, petites sœurs? Plus petites. Elles sont restées chez vous Elles ont fait... Il y en a une qui a fait... elles sont allées à l'école à Montbéliard, à l'école
pour les filles, pour apprendre à taper à la machine, enfin, vous savez, à ce moment-là, je ne sais pas comment ça se dit. Je sais pas non plus, mais elles sont pas allées dans la résistance. Ah bah non, bah elle n'avait pas l'âge. Ah oui, non, mais... Elle a 3 ans. 3 ans, c'est plus jeune que moi, là. Puis l'autre a 6 ans de moins que moi. Donc, ouais. Et vos parents, pendant la guerre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben moi, ils ont comment je peux dire, mon père travaillait chez Peugeot. Et puis, ma mère, à un moment donné, elle l'a fait longtemps, on mettait, les paysans mettaient le lait le soir chez nous. Et on avait dans notre cave pas une rivière, mais un tout petit ruisseau. On avait toujours du frais, on mettait le lait là. Et le matin, on passait chez les paysans, on ramassait le lait. Et on allait le porter au bourg plus loin. Et en faisant du porte-à-porte. On avait un cheval et un mulet, une voiture fermée, et du porte-à-porte pour livrer le lait. Voilà. Soit on avait une trompette, vous savez, soit les gens venaient avec leur bidon, soit le bidon était accroché. Et j'ai été combien de fois, moi, quand j'étais gosse. Votre mère, elle a continué à travailler à faire ça, en fait. Voilà. Mais ils se sont pas engagés. Non, elle a été obligée d'arrêter parce que le cheval avait été réquisitionné, puis le mulet aussi. Alors elle a arrêté. Et du coup, pour passer rapidement sur la suite, donc un jour vous avez été libéré, enfin vous êtes parti du Struthof. Dans quelles conditions vous êtes parti? Comment ça s'est passé en fait? Ça s'est passé par rapport à une déportation normale, il ne faut pas se plaindre. On est descendu à Roto, on a pris des wagons, c'était des wagons à bestiaux, mais enfin, on n'a mis que 2 jours et demi pour aller à Dachau. Donc, on avait une boule de pain, puis un petit morceau de saucisson, ça a tenu quand même. Où ça a manqué, c'est de l'eau. Mais quand on voit certains convois qui sont restés des semaines comme ça, là, il y a eu plusieurs convois qui sont partis du Struthof. Moi, je dis que, puis j'étais déjà aguerri, hein, c'était plus... ceux qui arrivaient au camp, qui sont arrivés 8 jours plus tôt, ça a été pour eux, hein, moi, ça s'est pas trop mal passé. Et pourquoi vous avez évacué? Personne n'est mort dans mon wagon. Et pourquoi on vous a évacué? C'était en 44, c'est ça? En 44, parce que les armées arrivaient. Ah oui, d'accord. Donc les Allemands commençaient à prendre peur. C'était au moment où au moment de nous évacuer, les Américains arrivaient à Besançon, les Français Leclerc arrivaient de l'autre côté. Non, parce que... Vous le saviez ça à ce moment-là? On savait tout. On sait toujours tout. Donc l'information passe quand même. L'information passe parce que les SS ne le disent pas, mais seulement comme ils avaient des petits postes radio. Et puis c'était des petits postes, ils prenaient des déportés pour bricoler, et puis ils prenaient des déportés, c'est pareil, les commandos. Il y en a qui travaillaient chez les SS. Les SS, ils n'avaient pas leur linge, ils ne ciraient pas leurs chaussures, ils n'avaient pas leur... Oh. Donc il y avait des commandos qui travaillaient chez eux. Donc ils arrivaient à avoir des nouvelles. Donc ça vous donnait de l'espoir. Voilà. C'est pourquoi le problème des commandos, il est extrêmement difficile, enfin extrêmement important. En étant dans le même camp, selon le commando où vous êtes, vous en avez pour 15 jours avant de mourir, autrement, ça passe. Ouais. Tout dépend ce qu'on fait. Moi, c'est pareil, j'ai été aidé, je ne sais pas pourquoi, j'en sais rien. Peut-être, je ne sais pas, une certaine personnalité. Mais bon, les derniers temps, les derniers 10 jours, on m'a envoyé dans un commando qui travaillait éplucher les pommes de terre pour les SS. Bon, ben, par rapport à là où je travaillais à la route, à part tous les temps, partout, là on était assis à l'intérieur,
assis à éplucher des patates. On n'avait pas le droit d'en manger, on était surveillés. On pouvait quand même grignoter des épluchures. Non, mais enfin, c'est pour dire. Alors, c'est pas du tout la même journée. Quand vous travaillez à l'extérieur, vous n'avez pas le droit de vous protéger. On chargeait du ciment. Il y a des sacs de ciment, on n'avait pas le droit de vous les mettre sur la tête. On rentrait le soir. L'eau coulait sur votre corps, c'est-à-dire que vous aviez vos habits complètement mouillés. On arrivait dans la baraque, hein, on suspendait nos habits. Et puis le lendemain matin, on remettait les habits mouillés sur le dos. Et puis à 5 h du matin, on était au garde-vous, au Struthof, avec des habits mouillés. Alors il ne faut pas s'étonner qu'on attrape la diphtérie, qu'on attrape la tuberculose. Enfin, vous voyez. Mais donc vous pensiez quelque part peut-être... Enfin, vous pensiez pas à partir à Dachau, par contre. J'imagine que... En fait, ils vous ont dit, viens, maintenant, il faut évacuer le camp. Ça s'est fait un peu à la hâte, comme ça. Partons vite. Voilà, comment ça s'est passé du jour au lendemain, on vous a dit, tiens... On est parti sur Dachau. Et sur Dachau, on a... Le camp était plein à Dachau. Puis on arrivait 8000 là, ça a été beaucoup dispatché dans les commandos. Des commandos extérieurs à Dachau. Le Struthof avec 70 commandos aussi extérieurs. Hein, il y en avait à Strasbourg, il y en avait à Metz, il y en avait puis en Allemagne. Moi, je suis de Obernai. Obernai, il y en avait un. Et ben à Obernai, figurez-vous que moi j'étais dans le centre équestre d'Obernai pendant des années et il y a toujours eu cette plaque. Voilà. Mais je n'ai jamais compris ce qui s'était passé dans ce centre équestre. Comment... Je sais pas si vous savez, mais ça m'a toujours intéressé. Comment était ce commando? Ça, il y a des meilleurs... Il n'y en a pas de bons. Il y en a des moins mauvais que d'autres. Hein? Alors, quand vous tombez dans un bon commando, ça va... Enfin, non, excusez-moi, j'ai mal dit. Non, mais c'est pas grave, mais je vois très bien ce que vous voulez dire, mais bref, ça m'intéressait. J'ai toujours vu cette plaque sur mon club équestre. Oui, mais la plaque, mais ça ne savait pas la vie qu'ils ont eue là. Non, aucune idée. Donc, peut-être que Struthof pourrait me renseigner, mais... Oui, alors on est parti, on arrive à Dachau. Et puis à Dachau, bon, je ne veux pas vous raconter maintenant l'histoire, mais on est resté 3-4 jours, et puis on a été triés. Et on a été envoyés dans des commandos extérieurs. Et j'ai eu la chance, moi, de partir dans un commando d'usine. Parce qu'en Allemagne, il n'y avait plus d'hommes à cette époque, au moment de l'avance ici. À partir de 16 ans et 60 ans, entre 16 ans et 60 ans, c'est tous soldats. Hein? Alors, les usines, il fallait bien qu'elles tournent. Donc, ils ont pris dans les camps, ils ont installé des camps dans les usines. C'était la même vie, la même nourriture, le même camp. Mais la journée de travail, elle n'était pas la même. Parce que même si vous travaillez à l'usine, si vous déplacez des pièces, même si c'est un peu doux, vous êtes quand même à l'abri. Hein? Et là, vous avez travaillé pour quelle usine, du coup, à cet endroit-là? À la BMW. Ah ouais, à BMW. BMW, qui construisait des moteurs d'avion. Quand je suis arrivé là-bas, il n'y avait pas de place pour un dessinateur. Alors j'ai été à la corvée de Caen. La corvée de Caen, c'était un grand camion, une remorque de camion, où on chargeait des tas de choses, et on envoyait on conduisait les morts, parce qu'il n'y a pas de four crématoire dans le commando, on conduisait les morts à Dachau. Hein, il y avait 14 km pour y aller, puis revenir. On allait conduire les morts, on transportait du sable, on ramenait de la marchandise. Enfin voilà, j'étais attelé. On était 12 chevaux. Et puis un capot avec un foie. Allez, vas-y, tu tapes, l'autre qui te passe. Ouais. Alors j'ai fait 3 mois comme ça, puis au bout de 3 mois, il y a eu une place. Bon, j'arrivais déjà fatigué du Struthof. Hein. Et j'étais fatigué. Vous pesiez rien du tout, là. Ouais, attendez, j'étais assez fatigué. Alors, moi, un jour, j'avais souvent la brouette pour mettre dans les trous dans le camp, vous voyez, boucher des trous. Ce jour-là, je me rappelle, je m'étais planqué, que le capot ne me voit pas derrière la baraque. Bon.
Et le soir, on appelle mon numéro, aller au service du travail. Bon, j'arrive au service du travail. Il y avait un Allemand, c'était un politique allemand, qui s'occupait, lui, de la répartition dans les usines du travail, qui désignait. Je ne savais pas, moi j'allais là, je ne savais pas ce que ça voudrait donner. Alors j'arrive, tout sprich Deutsch. Je dis non, je comprends quelques mots. Non, il m'a demandé si je l'écrivais, j'ai dit non. Il me fiche un coup de poing dans la figure, je ne m'y attendais pas, paf, je le trouve par terre. Étendu, hein, par terre. Et c'était un déporté, hein. Bon, alors. C'était un déporté qui vous a frappé comme ça? Oui. Là, oui, c'est... Bon. Et j'entends qu'il prend le téléphone et je comprends. Il téléphonait à l'usine en disant que sur les 8000 qu'on était, il y avait un dessinateur industriel, Zeichner Technik. Il n'y en avait qu'un, mais qui ne parlait pas l'allemand. Alors, ils ont baragouiné un moment, je n'ai pas tout compris. Il raccroche, il vient vers moi. Demain matin, tu vas à tel commando. Alors, je suis parti à l'usine pour travailler comme dessinateur. Je suis arrivé dans un bureau, c'était le bureau du directeur du contrôle. Ça vous dit peut-être rien, l'organisation. Vous n'avez pas été en usine, hein. Il y avait le directeur, une secrétaire et puis 3 meisters. Meisters, c'était les contremaîtres. Ils avaient tous leur bureau. Puis il y avait une table à dessin. Là. Mais la table de dessin, elle était au milieu. Bon, alors, ils se sont dit, mais un déporté là au milieu, ça fait moche, hein. Alors, ils l'ont mis dans un coin, puis ils sont allés chercher des vestiaires. Puis ils ont fait une rangée de vestiaires et ils m'ont mis derrière. Ils ont bien fait que j'étais tranquille, pour dire. Non, enfin, vous voyez. Alors, après, les meisters et puis la secrétaire. Alors, pourquoi t'étais... Je me ragounais quand même un peu. Pourquoi vous avez été déporté? Combien vous avez tué d'Allemands pour eux? Un déporté, c'était un terroriste. Hein, bon. Combien alors, vous avez tué d'Allemands? Combien j'ai tué d'Allemands? Alors, je me suis dit, moi, je risquais plus rien. Je les ai réunis, puis j'ai expliqué mon parcours en disant, moi, je suis un soldat. Et puis j'ai dit, vous n'auriez pas fait comme moi? Vous, l'Allemagne aurait été attaquée. Vous seriez par ici travaillé en France pour... Hein? Alors ils se sont regardés, puis à partir de ce moment-là, ça a été mieux quand même. Oui. C'est votre technique en fait, c'est de mettre les gens en face de... Alors, c'était pareil, c'était des contremaîtres, ils auraient dû être des techniciens. Mais non, il y en a un qui était boucher, il y en a un autre. Alors, la technique, ils ne la connaissaient pas. Alors, ils me disent, ils voulaient calculer une côte dans un angle. Alors, ils me disent, vous tracez ça, l'aisselle 10. Et puis après, vous mesurez. Ben oui, 10 plus grand, naturellement, s'il faut une différence. J'ai dit, donnez-moi une table de sinus, de cosinus. Oh, tout ingénieur! Oui, ben voilà. Puis alors, j'ai été bien vu, là. Vous avez... Et ça, c'était à l'intérieur... C'était pas à l'intérieur du camp de Dachau. C'était à l'intérieur de l'usine. C'est ça? Non, ben j'étais au camp qui appartenait à l'usine. Ouais, c'est ça, d'accord. Mais c'était plus à Dachau. C'est à côté. À 14 km. D'accord. Et donc... Mais on avait la vie de camp exactement comme à Dachau, partout. La même nourriture, le même appel. C'est simplement pour le travail, la différence. Et alors, quand les mêmes appels, les mêmes pendaisons, les mêmes... pareil. Et dans quelles conditions vous êtes revenu alors? Comment ça s'est passé? Eh ben, on a été libérés par les Américains qui sont arrivés puis qui ont libéré. Mais vous en parlez comme si c'était quelque chose de naturel, ça devait être incroyable à ce moment-là, non? Oui, mais attends. Vous les avez vus arriver, vous, les Américains? On les a reçus dans le camp. Et puis ils se sont aperçus qu'il y avait le typhus dans le camp quand ils sont arrivés. Ils ont fermé les portes, puis on est resté un mois en quarantaine.
Et ils sont venus et ils ont fermé les portes. Ouais. Et vous arriviez à... Et ils ont remplacé au Mirador les SS qui étaient partis. Et c'était des soldats américains qui gardaient le camp. Mais les fils n'étaient plus électrifiés. Mais j'en connais qui ont essayé de passer dessous pour se sauver, ils ont tiré. Il y en a qui ont été blessés. Ben, c'est des soldats, ils ont des ordres. Hein. Oh, mais il faut aller. Mais il y a des détails dans tout ça. Ça, c'est en gros. Mais qu'est-ce qui... Donc, tout d'un coup, le camp devient américain. Oui. Sous la surveillance des Américains. Mais c'était... Et ravitaillé un petit peu, parce que c'était l'armée, avec des boîtes de roast beef, dont il y en a, je ne sais pas combien qui sont morts parce qu'ils en ont trop mangé. Et vous? Non, mais moi, je fais attention. Moi, j'ai toujours eu comme amis des médecins là-bas qui nous conseillaient, qui faisaient... Mais il y en a qui ne peuvent pas se tenir. Il y en a, ils ne peuvent pas se tenir. Ils ont eu ça, ils ont mangé. Moi, j'en ai vu. Au moment de la libération, les Américains sont arrivés, les portes ont été ouvertes. Moi, on est resté là, c'était l'heure de midi, il fallait qu'on rentre pour manger après. Il y en a qui sont partis dans des fermes, ils sont revenus. J'en ai vu qui sont revenus avec des mottes de beurre. Ils mangeaient comme ça après le beurre. Le lendemain matin, ils étaient morts. Puis on a beau leur dire. Et les Américains, qu'est-ce que ça vous a fait de vous voir, de les voir arriver? Vous, comment vous vous sentez? Bah nous, on était contents, vous vous rendez compte, on était libérés. Hein. Ils sont venus, ils étaient sympas, ils sont venus vous parler direct, ils étaient... Oui, mais enfin, c'était une armée. Hein. Ils ont laissé des soldats pour garder, puis ils sont repartis plus loin, la guerre n'était pas finie encore. Et vous avez sympathisé un petit peu avec ces gens-là, ou pas trop? Oh, on n'a pas eu beaucoup de contacts, oui. Tout au moins pas moi. Hein. On a fait des comités de chaque nationalité. On a fait un comité international dont on a mis un Allemand comme président, parce qu'il parlait bien allemand, puis il était chef de camp avant, mais raisonnable, pas... Hein. Vous avez mis un Allemand directement... Ouais. Chef de quoi? Oui, un Allemand qui était un déporté. Hein. Oui, un déporté allemand, ouais. Oui, bah, ils étaient, vous savez, c'est eux qui ont commencé à être arrêtés. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ils n'étaient pas tous des capots, puis pas tous des... Oui. Enfin, oui, voilà. Bah, écoutez, allez, je vous remercie beaucoup. Qu'on arrête, hein. Ouais, je vous remercie beaucoup. Et puis, si ça vous dérange pas, une prochaine fois, je reviendrai juste pour voir ce que vous avez essayé. Vous avez des petits documents, des choses à me montrer. Oui, il faudrait que je les sorte. On refera ça. Maintenant, j'ai des livres, si ça vous intéresse. Là, Ouais, on va regarder ça. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Rollinet. Désolée de vous avoir fait parler à ce point. C'est passionnant. Merci. Je pense assez, si je me mets à votre place, oui, ça doit être passionnant. Ah bah oui, non, mais même à n'importe quelle place, je pense. Ouais. Et je suis content de rencontrer des gens comme vous qui s'intéressent à ça. Parce qu'il ne faut pas que ça disparaisse. Alors ça, il n'y a que vous, c'est la relève. Nous, les déportés, on compte sur vous. Nous, on a rendu des témoignages. Quand je vois les heures que j'ai passées dans des écoles, hein, j'ai vu 10 000 élèves déjà. Ben, on compte sur vous pour... Moi, je suis vice-président du musée de Besançon, le musée de la déportation, de la résistance et de la déportation. On compte sur ces gens-là. Et puis, là, moi, je vous dis, c'était ma seconde famille, moi, le CERD. Hein. Ça vous fait quoi de voir des jeunes qui s'intéressent à ça? On est très content de voir des jeunes qui s'intéressent, et j'en vois beaucoup, parce que je prépare le concours. Il y a le concours en troisième. En troisième, en seconde et première. Ils font le concours toutes les années. Donc, je prends à Belfort, par exemple. J'étais là-bas, on prépare le concours, on prépare avec les élèves. J'y vais moi maintenant, enfin, j'y allais. Hein. Et puis, il faut distribuer les prix. Alors, j'avais quand même 250 élèves l'autre jour. Ouais, c'est bien. J'ai encore fait un discours.